Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parole claire, votre podcast dédié au développement personnel et professionnel. Bonjour Amélie et bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fondamental, un pilier de toute réussite, les compétences en communication. Exactement, Victor. On parle souvent de l'importance de communiquer, mais qu'est-ce que cela signifie réellement d'avoir de bonnes compétences en communication? Et pourquoi sont-elles si cruciales? Pour moi, Amélie, les compétences en communication, c'est bien plus que simplement parler ou écrire. C'est la capacité à transmettre un message de manière claire et efficace, mais aussi à comprendre ce que l'autre personne essaye de communiquer, que ce soit verbalement ou non verbalement. Je suis tout à fait d'accord. C'est un échange, une interaction. Et cela englobe l'écoute active, l'expression de nos idées, la gestion des émotions et même la compréhension des signaux non verbaux. C'est un ensemble complexe, n'est-ce pas? Absolument. Et ces compétences sont vitales, non seulement dans le monde professionnel, pour les entretiens, les réunions, la gestion d'équipe, mais aussi dans notre vie personnelle, pour nos relations amicales, familiales et amoureuses. Une bonne communication peut éviter tant de malentendus. C'est vrai. Combien de problèmes ou de frustrations pourraient être évités si nous savions mieux nous exprimer ou écouter? Alors, par où commencer pour améliorer ces compétences? Je dirais que la base de tout, c'est l'écoute active. C'est souvent négligé, car on pense qu'écouter est passif, alors que c'est une compétence extrêmement active et exigeante. Peux-tu nous en dire plus sur l'écoute active, Victor? Comment la pratique-t-on concrètement? Bien sûr, l'écoute active, c'est se concentrer pleinement sur l'interlocuteur. Cela signifie mettre de côté nos propres pensées, nos jugements ou nos réponses que l'on prépare déjà dans notre tête. C'est donner toute notre attention à l'autre. Donc, il ne s'agit pas seulement d'entendre les mots, mais de comprendre le message dans son intégralité, y compris les émotions et les intentions derrière les mots. Précisément. Pour pratiquer l'écoute active, on peut utiliser plusieurs techniques. Premièrement, le contact visuel. Regarder la personne dans les yeux montre que vous êtes engagé. Ensuite, les signes non verbaux d'attention. Hocher la tête, avoir une posture ouverte. Et aussi les reformulations, non? Pour s'assurer qu'on a bien compris. Excellent point, Amélie. Reformuler ce que l'on vient d'entendre avec nos propres mots est une technique très puissante. Par exemple, dire « si je comprends bien, tu veux dire que… » ou « donc ce que tu exprimes, c'est que… » Cela montre que vous avez écouté et cela permet à l'autre de corriger si vous avez mal interprété. Oui, et ça évite de partir dans une mauvaise direction à cause d'un malentendu initial. C'est aussi une preuve de respect envers la personne qui parle. Exactement. Et une autre technique clé est de poser des questions de clarification. Au lieu de supposer, demandez. Pourrais-tu m'expliquer ce point plus en détail? Ou quand tu dis X, qu'est-ce que tu entends par là? Cela montre votre intérêt et vous aide à obtenir une compréhension complète. Donc, écoute active, contact visuel, signes non verbaux d'attention, reformulation et questions de clarification. C'est déjà une bonne boîte à outils pour nos auditeurs. Tout à fait. Maintenant, passons à l'autre versant de la communication, l'expression verbale. Une fois que nous avons bien écouté, il faut savoir répondre et transmettre notre propre message efficacement. C'est crucial, surtout dans un contexte professionnel. Combien de fois avons-nous assisté à des présentations ou des réunions où le message était confus, où la personne parlait sans structure? Trop souvent, hélas. La clarté est le maître mot ici. Quand vous parlez, essayez d'être direct et concis. Évitez le jargon inutile ou les phrases trop longues et complexes. Et la structure? Avant de prendre la parole, il est souvent utile de structurer ses idées. Un peu comme un plan, une introduction qui présente le sujet, les points principaux développés et une conclusion qui résume. C'est une excellente stratégie, Amélie.
Cela permet à votre auditoire de suivre plus facilement votre pensée et de retenir les informations clés. Pensez aussi à votre ton de voix, votre rythme et votre volume. Ah oui, le non-verbal influence énormément le message verbal. Un ton monocorde peut rendre même le sujet le plus intéressant ennuyeux. Alors qu'un ton varié, un rythme adapté et un volume approprié peuvent captiver l'attention. Absolument. La congruence entre ce que vous dites et la manière dont vous le dites est essentielle. Si vous dites que vous êtes enthousiaste, mais que votre ton est plat et votre corps fermé, le message sera brouillé. Parlons-en des signaux non-verbaux. C'est un domaine fascinant. Quels sont les aspects les plus importants de la communication non-verbale ? Les plus importants sont la posture, les gestes, les expressions faciales et le contact visuel. Une posture ouverte et droite dégage de la confiance. Des bras croisés peuvent être interprétés comme une attitude défensive. C'est vrai, on le fait souvent inconsciemment. Et les gestes ? Les gestes peuvent appuyer vos propos, les rendre plus vivants. Mais attention à ne pas en faire trop. Cela peut distraire. Les expressions faciales sont aussi très révélatrices. Un sourire sincère ouvre la communication, tandis qu'un froncement de sourcils peut indiquer de l'incompréhension ou du désaccord. Donc, il faut être conscient de son propre langage corporel et essayer de le faire correspondre à son message verbal. Et aussi, apprendre à lire le langage corporel des autres. Exactement. C'est une compétence qui s'acquiert avec la pratique et l'observation. Plus vous y êtes attentif, plus vous développez votre intuition. Un autre aspect crucial de la communication est l'empathie. L'empathie, la capacité à se mettre à la place de l'autre, à comprendre ses sentiments et ses perspectives, c'est vraiment la clé pour construire des relations solides. C'est la colle qui tient les relations ensemble. Sans empathie, la communication risque d'être purement transactionnelle, sans profondeur ni véritable connexion. Pratiquer l'empathie signifie essayer de voir le monde à travers les yeux de l'autre, même si vous n'êtes pas d'accord avec leur point de vue. Et cela se manifeste aussi dans la façon dont on donne et reçoit du feedback. Le feedback, ce retour d'information, est essentiel pour l'apprentissage et l'amélioration, mais il doit être communiqué avec empathie pour être efficace. Absolument. Quand on donne du feedback, il faut être constructif, spécifique et opportun. Au lieu de dire « ton rapport est mauvais », on devrait dire « j'ai remarqué que la section X de ton rapport manquait de détails sur Y. Pour la prochaine fois, pourrais-tu inclure des données sur Z ?» La différence est énorme. La première phrase est démotivante et peu utile. La seconde offre des pistes d'amélioration concrètes. Et pour la personne qui reçoit le feedback, il est important d'être ouvert et de ne pas se mettre sur la défensive. C'est un défi, mais c'est essentiel. Il faut écouter attentivement le feedback, poser des questions pour clarifier, remercier la personne pour son temps et ses observations. Cela montre une maturité et une volonté de progresser. Et si on parle de situations plus délicates, comme la gestion des conflits, la communication y joue un rôle primordial. C'est souvent là que nos compétences en communication sont mises à l'épreuve. Lors d'un conflit, il est crucial de rester calme, de se concentrer sur le problème et non sur la personne. Utiliser des messages en « je » est très efficace. Les messages en « je », peux-tu développer ? Au lieu de dire « tu ne fais jamais tes tâches à temps », ce qui peut être perçu comme une attaque, on dit « je me sens frustré quand les tâches ne sont pas terminées à temps, car cela impacte mon travail ». Cela exprime votre sentiment et l'impact sans accuser l'autre. Je vois la nuance. Cela déplace le focus de la culpabilité vers l'impact ressenti. Plus facile pour l'autre d'entendre et de réagir de manière constructive. Et chercher un terrain d'entente, je suppose ? Oui, absolument. Cherchez des solutions ensemble, plutôt que de vouloir gagner la discussion. Le but est de résoudre le problème, pas de prouver qui a raison.
Et à l'ère numérique, la communication a pris de nouvelles formes, avec ses propres défis. C'est un point très pertinent. Les emails, les messages instantanés, les visioconférences, les règles changent un peu. En effet, par exemple, pour les emails, la clarté et la concision sont encore plus importantes. Le ton peut être mal interprété sans les signaux non verbaux. Il faut être très explicite. Et la relecture. Combien de fois un email mal formulé ou avec des fautes d'orthographe décrédibilité du message ou de l'expéditeur. Prenez le temps de relire avant d'envoyer. C'est une excellente habitude. Et pour les visioconférences, même si nous sommes à distance, il faut maintenir un bon contact visuel en regardant la caméra. Écoutez attentivement et participez activement, comme si nous étions dans la même pièce. Et ne pas oublier que les silences peuvent être mal interprétés en ligne. Parfois, un simple « je réfléchis » ou « je prends note » peut aider. Et les différences culturelles, Victor? Comment cela affecte-t-il la communication? C'est un aspect essentiel, Amélie. Ce qui est considéré comme une communication directe et appropriée dans une culture peut être impoli ou indirect dans une autre. Par exemple, le contact visuel, très important dans certaines cultures occidentales, mais peut être perçu comme agressif dans d'autres. Donc, la conscience culturelle est une compétence de communication en soi. Il faut être ouvert à apprendre et à s'adapter, sans faire de suppositions. Exactement. Il faut être curieux, poser des questions et observer. C'est un apprentissage continu. Alors, comment nos auditeurs peuvent-ils concrètement améliorer toutes ces compétences? Eh bien, d'abord, la prise de conscience. Comprendre où nous en sommes, identifier nos points faibles. Ensuite, la pratique délibérée. Chaque interaction est une occasion de pratiquer l'écoute active, de structurer nos propos, d'observer notre langage corporel. C'est un muscle qui se développe avec l'exercice. Observez les bons communicateurs autour de vous. Qu'est-ce qu'ils font différemment? Qu'est-ce qui rend leur message si clair ou si impactant? Et essayez d'intégrer ces techniques. Et n'ayez pas peur de demander du feedback. Demandez à un ami, un collègue ou même un membre de votre famille. Comment trouves-tu ma façon de communiquer? Y a-t-il des choses que je pourrais améliorer? C'est courageux, mais tellement utile. Le feedback est un cadeau, même s'il n'est pas toujours facile à recevoir. Et fixez-vous de petits objectifs. Pour la prochaine semaine, je vais me concentrer sur la reformulation. La semaine d'après, sur le contact visuel. Par étapes, c'est moins intimidant et plus gérable. En résumé, chers auditeurs, les compétences en communication sont multiples. L'écoute active, l'expression verbale claire et structurée, la maîtrise du non-verbal, l'empathie, la gestion des conflits et la communication numérique et interculturelle. Et elles sont toutes essentielles pour votre succès, votre épanouissement personnel et professionnel. Investir dans l'amélioration de ces compétences, c'est investir en vous-même. Merci Victor pour cette discussion si enrichissante et claire. J'espère que nos auditeurs ont pris de nombreuses notes. Avec plaisir, Amélie. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Mettez en pratique ce que vous avez appris et vous verrez une réelle différence dans vos interactions. C'était Parole claire. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. À bientôt. Au revoir.